D'après vous, ça donnerait quoi les jeux de la faim? Bah, va faire un tour en Somalie, ce sont des experts. Bah, tu parlais des jeux de la faim. Bah, tu vois pas qu'ici, en France, les gens crèvent la dalle? Ouais, c'est pas faux. En fait, je parlais des films Hunger Games. Tu tiens vraiment à ce qu'on fasse une vidéo sur le film? Ben non, pas le film. Ah! La saga entière. Oh. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Zingueo Talk. Après la saga Divergente, il était inévitable que nous allions nous attaquer à une autre série de bouses intersidérales du cinéma américain. Une saga tellement à chier que... Waouh, doucement. Dis juste le titre de la saga et laisse-nous la main. Ok, on va vous présenter la saga Hunger Games avec une actrice qui a encore moins de charisme qu'une moule atteinte de paralysie faciale. J'ai nommé Jennifer Lawrence. Présentation. Chaque année, dans les ruines de ce qu'était autrefois l'Amérique du Nord, le Capitole, l'impitoyable capitale de la nation de Panem, oblige chacune de ses 12 districts à envoyer un garçon et une fille, les tribus entre guillemets, concourir aux Hunger Games. À la fois sanction contre la population pour s'être rebellée et stratégie d'intimidation de la part du gouvernement. Les Hunger Games sont un événement télévisé national au cours duquel les tribus doivent s'affronter jusqu'à la mort. L'unique survivant est déclaré vainqueur. La jeune Katniss, 16 ans, se porte volontaire pour prendre la place de sa jeune sœur dans la compétition. Elle se retrouve face à des adversaires surentraînés qui se sont préparés toute leur vie. Elle a pour seul atout son instinct et un mentor, et Mitch Abernathy, qui gagna les Hunger Games il y a des années mais n'est plus désormais qu'une épave alcoolique. Pour espérer pouvoir revenir un jour chez elle, Katniss va devoir, une fois dans l'arène, faire des choix impossibles entre la survie et son humanité, entre la vie et l'amour. Ah, mais c'est un remix des films Battle Royale et Running Man, en fait. Description. Le premier volet débute sur un plateau de télévision alors qu'un présentateur à la tenue des plus immondes est en pleine interview d'un certain Mr. Crane, chargé de réaliser cette année les Hunger Games. Qu'est-ce donc, me direz-vous? Eh bien, c'est fort simple. Il s'agit d'une battle royale dans laquelle de jeunes gens mineurs sont placés dans une sorte d'arène dans laquelle ils doivent gaiement s'entretuer sous l'œil des caméras pour le plus grand plaisir d'un public qui trouve ainsi son bonheur. Ces jeux existent depuis 73 ans. Dans ce futur, l'Amérique du Nord s'est reconstruite en une nouvelle nation, Panem, constituée de 12 districts dépendant d'une capitale, le Capitole. Alors là, ils ne se sont pas foulés pour les noms, hein, excuse-moi. César, en bon présentateur télé, chargé d'expliquer en 2 minutes aux spectateurs ce qu'il en est de la situation, donne quelques précisions de plus. Les Hunger Games sont nés d'une rébellion durant laquelle les 12 districts se soulevèrent contre le Capitole. Ah, quand même. Mais se firent cordialement bourrer la gueule. En punition pour leur désobéissance, outre diverses humiliations, car chacun sait que l'histoire a prouvé qu'il était important d'humilier un peuple pour le pacifier. Bah, regarde en France, le peuple humilié a réélu le tyran, donc bon. Il a été décidé de manière complètement débile que chaque district fournirait chaque année un garçon et une fille en tribu de leurs erreurs passées, et qu'on les ferait s'entretuer dans une arène à la télé devant tout le monde. Car oui, on force les districts à regarder le tout à la télé, bien entendu. Attends, en 73 ans, les districts ne se sont ni rebellés, ni n'ont sombré dans le terrorisme. Jamais. Bah, pourquoi le ferait-il? Les districts sont organisés selon les bons vieux principes de l'Union soviétique, avec chacun une spécialité. L'agriculture, la pêche, les minerais, etc., qui fournissent donc le Capitole en richesses diverses dont il ne profite pas. Autrement dit, si les 12 districts se mettaient en grève, le Capitole sombrerait dans le chaos en une journée. Il faut croire que voir leurs gamins périr devant tout le monde les amuse. Bon, après tout, les ados et pré-ados, c'est tellement insupportable aussi, hein. Bon, une bastos par-ci, une bastos par-là. Bon, bref.
Partons au district 12, le plus périphérique du district de Panem, spécialisé dans l'extraction du charbon, que des mineurs s'empressent quotidiennement d'aller chercher en échange d'un salaire permettant de vivre dans des maisons faites de planches, de boue et de coprolites divers. Dans le monde magique de Hunger Games, on retrouve certains principes. Les pauvres sont tous gentils et ont une forte tendance à être intelligents. Ouais, tellement intelligents que ça fait 73 ans qu'ils sont dans la merde. Et ça continue. Les riches sont tous des salauds et ont une forte tendance à être bêtes. Les blacks sont tous cool et ont une forte tendance à mourir. Bah, comme dans toute production hollywoodienne. À noter que dans le film, certains personnages blancs du livre sont devenus plus bronzés pour des raisons de quotas hollywoodiens, ce qui a créé une polémique aux États-Unis, où des lecteurs du livre ont annoncé que cela rendait la mort de certains personnages moins triste. On imagine bien que les membres du Ku Klux Klan ont dû être choqués par pareille décision, mais vas-y, continue. Le jour du tirage au sort pour le 74e Hunger Games, Katniss se porte volontaire pour prendre la place de sa jeune sœur âgée de 10 ans et n'ayant aucune chance de survivre à la guéguerre. Et le garçon tiré au sort est un certain Pita, mais bon, on reviendra sur son cas plus tard, peut-être. Bref, les deux loulous sont emmenés vers un train de luxe où on leur explique que jusqu'au jeu, ils baigneront dans l'opulence et pourront se gaver de tout, ce qui leur était jusqu'ici inaccessible. Ouais, le dernier repas du condamné à mort, quoi. Au passage, on apprend que les grands favoris sont les districts 1 et 2 qui chaque année remportent les Hunger Games car ils ont des écoles qui forment leurs jeunes à ce jeu depuis tout petit en faisant donc des machines de survie à tuer, à gagner. Et oui, du coup, chez eux, ce sont toujours des volontaires qui y participent. Stop. Donc, le Capitole tolère que 2 de ces districts entraînent en permanence ces jeunes à l'art de la guerre. Non mais depuis le début du film, à part présenter des tonnes de trucs incohérents, incitant et facilitant une rébellion, on pourrait savoir à quoi sert le Capitole. Tant qu'à parler de trucs qui ne tiennent pas debout, on a donc 2 districts qui ont des écoles de formation aux Hunger Games et envoient des volontaires motivés et entraînés dans l'arène massacrer les recrutés d'office d'autres districts, souvent incapables de manier une arme. Jamais ces derniers ne se sont dit « Eh les gars, sachant que, de toute manière, on devra participer à cette merde, puisqu'on est trop cons pour s'y opposer, pourquoi nous aussi on montre pas des écoles, on montre pas aux enfants ce qu'ils peuvent faire de leur avenir? Comme ça, on donnera au moins une chance à nos gars, plutôt que de les envoyer au casse-pipe, se faire massacrer. Et on aura des volontaires en plus. Sans compter que bon, en cas d'insurrection, voilà une machine de guerre. » Bah non, dans le monde d'Hunger Games, le Capitole trouve normal qu'il y ait des écoles paramilitaires chez les districts rebelles qu'elle humilie régulièrement, et les autres districts trouvent tout à fait normal de se donner le moins de chances possible et d'envoyer mourir des gamins au hasard. Bref, à quelques jours des jeux, les différents participants font des entraînements communs qui leur... Non, mais non. Quoi ? Attends, les ennemis s'entraînent ensemble? Alors, ils s'exposent comme ça mutuellement leurs forces et faiblesses? Ouais. Je vais pas tenir jusqu'au bout. Passe-moi un Xanax et le DVD du Seigneur des Anneaux, s'il te plaît. Donc, je disais, avant le début des jeux, une dernière émission télévisée est programmée durant laquelle chaque candidat est invité à passer devant le célébrissime César pour expliquer devant toutes les caméras du pays qui il est et répondre aux fameuses questions du présentateur vedette. Dans le plus grand des calmes, attends, moi, à leur place, je me ferais littéralement dessus et je ne pourrais sortir un seul mot tellement j'aurais peur. Que veux-tu ? Bon, j'abrège. Les jeux ont lieu, les plus faibles font ami-ami avec les plus forts au lieu de créer une alliance avec les autres faibles pour se débarrasser d'eux en premier. Histoire de se faire buter plus facilement juste après. Ah, ces gamins sont vraiment idiots. Katniss survit sans avoir tué personne et embrasse même Pita devant les caméras. Son petit ami du district 12 est donc cocu devant les caméras du monde entier. Bref, affiche finale, Katniss, Pita et l'autre couillon du district 2 ou 1, je sais plus, bon bref, qui lui finit par se faire bouffer par des bêtes. Et donc les deux amants doivent donc s'entretuer et la Katniss dit « On avait dit avant de commencer qu'on ne voulait pas de leurs jouets. Regarde, il me reste du poison.
Ça te dit qu'on se fasse le remake du final de Roméo et Juliette ? Génial. Répond Pita. Et au moment fatidique, la production qui organise une télé-réalité sur des gens crevant les uns après les autres voit soudainement un inconvénient à une double mort avec en prime un suicide amoureux qui boosterait pourtant à coup sûr l'audience. Bref, ils sont déclarés double vainqueurs et rentrent dans le district 12 en héros et... fin. Quoi, c'est tout ? C'est tout. Tout ça pour ça ? Tout ça pour ça. Dans le deuxième volet, le président Snow, qui ne voulait pas plus entendre parler de Katniss, devenu une icône du peuple, qui en a marre d'envoyer ses enfants mourir dans les jeux à la con, décide que, allez, si on les remettait dans les Hunger Games, comme le lui souffle son conseiller Bob. Ça a l'air drôlement intelligent, faisons-le. Hunger Games, et là il s'agit de l'anniversaire des 75 ans avec d'anciens vainqueurs. Édition lors de laquelle Katniss manque donc de se faire broyer, gazer, brûler, noyer, avant qu'à la fin, Bob qui tentait de la tuer depuis le début, ne manque son coup que de justesse, à chaque fois, et principalement par hasard, ne disent que Reviens gamine, c'était pour rire, en fait je suis un gentil, je suis là pour te faire t'échapper des Hunger Games. ce qu'il fait avant d'emmener Katniss à l'abri dans la base secrète des rebelles anti-Snow qui se cachent dans les ruines du district 13. Merci Bob pour cette évasion. Mais au fait, qui est le con qui avait proposé de remettre Katniss dans le Hunger Games au début du film ? Dis-moi. Dans le 3e film, Présidente, la chef des rebelles du district 13 propose à Katniss de tourner des clips de propagande aidés de Bob. En postant le tout sur la chaîne YouTube de Katniss, ils espèrent soulever Panem contre Snow, un district après l'autre. À noter la scène hilarante où même Bob se plaint du jeu minable de Katniss. Ou de Jennifer Lawrence, au choix. De toute façon, les deux. Avec énergie, action! Peuple de Panem, courage, bats-toi pour le triomphe de la justice! Qui sort tout juste d'un combat! Je suis désolé. Aidés par un scénario poussif et des personnages qui se bavent dessus quand il faut réfléchir, ils y parviennent tant bien que mal, quand bien même certains districts subissent des représailles avant de découvrir que le Capitole, qui a capturé Pita dans l'épisode précédent, tu te souviens, l'utilise pour leur clip de propagande à eux. Pour éviter que le Capitole ne leur pique leurs abonnés, les rebelles envoient un commando libérer Pita. Hélas, ils lui ont lavé le cerveau. Vu l'huître qu'il est, ça a dû aller hyper vite. Et Pita, à son retour, tente de tuer Katniss. Il est donc attaché à un lit d'hôpital et condamné à ne pas avoir la télé dans sa chambre pendant que Katniss se remet de l'agression. Dans l'ultime volet, alors que Panem est ravagé par une guerre désormais totale, Katniss et le président Snow vont s'affronter pour la dernière fois. Katniss et ses plus proches amis, donc Gale, Finnick et Pita, sont envoyés en mission pour le district 13. Ils vont risquer leur vie pour tenter d'assassiner le président Snow, qui s'est juré de détruire Katniss. Les pièges mortels, les ennemis et les choix déchirants qui attendent Katniss seront des épreuves bien pires que tout ce qu'elle a jamais dû affronter dans l'arène. Oui, non, abrège, parce que là j'en peux plus de cette nullité. C'est nous qui subissons des épreuves avec cette nullité. Ok, Pita délire et tue ses alliés, mais on le garde quand même dans l'équipe. Boum, boum, pam, pam, je me sacrifie pour toi, ma belle, même si je suis crevé en vain. Sniff, sniff, boum, la petite sœur de Katniss devenue infirmière est prise dans une explosion. Ça valait bien le coup de prendre sa place au début du premier film, si c'était pour crever bêtement de la sorte. Paf, paf, Président Snow est arrêté grâce aux 2 ex machina, ping pong, boum, kong, pow. Et oh, twist pourri, la présidente rebelle est en fait une méchante qui voulait le pouvoir pour elle toute seule. Ah bah ça alors. Bon, elle propose l'exécution du président Snow et de ses ministres en organisant un Hunger Games. Je te promets, Greg, abrège, sinon c'est moi qui t'envoie dans l'arène. Katniss bute présidente, Snow est lynché à mort par la foule, Katniss est arrêtée puis relâchée, elle retrouve le district 12 installé dans l'immense villa des vainqueurs qu'elle avait eu après les Hunger Games. Laissant sa famille crever dans la misère, mais bon, que veux-tu. Pita qui a retrouvé ses esprits s'installe avec elle et lui fait des gosses et... fin. Non mais c'est pas vrai. Et ce truc a marché. Ben oui, cette nullité a marché.
Mais bon, plus sérieusement, Hunger Games est dans la catégorie science-fiction car son action se situe longtemps après le XXIe siècle et que certaines avancées technologiques sont constatables. On est donc dans la dystopie car la société décrite est dans la pire situation possible. Bien qu'ayant pu l'éviter des milliers de fois. L'histoire se déroule sur les ruines des États-Unis et suite à de nombreuses catastrophes humaines et naturelles, le pays devenu Panem a été réorganisé en 12 districts soumis à l'autorité absolue du Capitole. L'enjeu principal se situe dans des jeux télévisés appelés les Hunger Games. À l'instar de la télé-réalité que les plus jeunes suivent tous les jours, mettant souvent en scène de jeunes gens auxquels ils s'identifient, les Hunger Games ne s'arrêteront que lorsqu'il ne restera qu'un dernier candidat, qui sera alors couvert de récompenses et d'honneurs. Pendant ce temps, les nobles, soi-disant, du capital se régalent de ce massacre humain, misant par exemple sur leurs personnages favoris. Ce principe macabre marque déjà un des questionnements de la série. Jusqu'où la stupidité de la télé, et ici la télé-réalité clairement, pourra-t-elle aller? Jusqu'à quelles extrémités? Jusqu'à quelle limite l'homme sera-t-il poussé? Parce que c'est quand même vite borderline. Nous regardons alors différemment des programmes comme Koh-Lanta, qui, bien qu'à première vue plutôt soft, sont amenés à aller vers des extrêmes à l'avenir. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la série Le Flambeau, qui s'en moque et qui est hilarante. L'intérêt de cette émission ne s'arrête pas là. L'ensemble du pays est forcé à la regarder et un système de propagande s'instaure ainsi. Donc celle-ci vise à rappeler la domination du Capitole et n'est pas sans lien avec la propagande massive qu'usaient les divers dictateurs connus, mais aussi le roman 1984 d'Orwell, présentant quelques points communs avec l'univers de la série. Et malgré sa l'unité abyssale, Hunger Games nous projette dans le futur, bien que celui-ci soit caricaturé et apocalyptique. Nous nous apercevons avec un certain malaise que le futur ne réserve pas d'amélioration. L'homme peut replonger à tout moment dans des horreurs qui nous font cauchemarder à la suite de bouleversements humains. Et donc nous prenons conscience que rien n'est jamais acquis pour l'homme et qu'une vigilance sera toujours nécessaire. La saga, bien qu'ultra nulle, touche dans le fond des sujets sombres mais intéressants. Dommage que les acteurs soient si mauvais qu'à aucun moment on ne se sente concerné par les enjeux de Hunger Games, pour revenir à nos moutons, n'est-ce pas? En fait, on s'en fiche clairement, non, de ce qui leur arrive. Comme beaucoup d'œuvres plaçant leur action dans un régime autoritaire, les personnages sont confrontés à des dilemmes moraux. Tout le peuple devra faire face à des décisions faisant appel à leur sens moral. Nous pouvons donc nous demander en quoi vivre sous un régime totalitaire bafoue notre sens moral. Nos normes morales évoluent-elles ou est-ce que nous fermons les yeux pour essayer de ne pas voir que nous franchissons nos propres limites? L'objectif d'Hunger Games est de soumettre le peuple en rappel de la rébellion menée par le 13e district depuis 74 ans auparavant. C'est pourquoi les jeux sont entièrement télévisés et que le peuple est obligé d'assister à ce spectacle sanglant. Cela rappelle tout d'abord les gens qui évoqués par le nom du pays dans lequel se déroule l'action. Panem, de l'expression latine panem et circense, à savoir du pain et des jeux. Les jeux de la télévision sont alors ici un double moyen pour le gouvernement de gérer par le président Snow et d'asseoir son autorité également. Un parallèle peut donc être tracé entre l'utilisation de la télévision par les dirigeants de Panem et les médias de notre société. En effet, les médias sont plus que le moyen de nous informer de ce qui se passe dans le monde, ils sont aussi et surtout une vraie figure d'autorité culturelle, politique, mais aussi morale. Puisque traditionnellement, les médias se positionnaient en tant que critiques du pouvoir, ils étaient donc un contre-pouvoir, ils informaient puis donnaient leur avis d'un point de vue idéologique sur la décision prise par l'État. Mais ça, c'était avant. Nous pouvons nous demander quelle est leur place, car ils sont aujourd'hui capables d'interférer complètement dans la vie politique et peuvent véhiculer, malgré eux ou non, une véritable manipulation de l'opinion de son consommateur. Mais les médias ont-ils une légitimité à influencer nos opinions ? Quand nous voyons à qui appartient aujourd'hui là en France les grands groupes de presse, pouvons-nous être sûrs de pouvoir leur faire confiance dans le traitement de l'information ? Je sais, vous avez déjà votre réponse. Mais bon, posons la question. Nous voyons dans Hunger Games que les habitants du Capitole, les plus riches, les plus proches du pouvoir, vivent à travers leur télé. C'est elle qui dicte leur vie, la manière dont ils s'habillent, ce qu'ils pensent.
Ils attendent avec impatience les Hunger Games. En effet, eux ne les craignent pas, vu qu'ils n'ont pas de tribut à donner. Seuls les 12 districts sont concernés. Ils se nourrissent des jeux. Ils exultent de voir se battre des gamins venus d'en dehors de chez eux, des gueux. Ils méprisent les tribus et se fichent des gens qui meurent dans l'arène, car ils n'éprouvent pour eux aucune empathie. Ce spectacle sanglant n'est pas sans rappeler les émissions de télé-réalité que nous, gens de la réalité, regardons en méprisant les candidats. Tout est fait via le montage, la réalisation et le choix des séquences pour que nous nous moquions des participants. Sommes-nous donc meilleurs que les habitants du Capitole qui attendent avidement le bain de sang annuel ? Dans Hunger Games, la télé est utilisée comme un moyen de propagande. Pour justifier et légitimer le pouvoir en place et la violence dont il fait preuve. Ceci nous rappelle les images des dirigeants tels que Mussolini ou d'autres dictateurs plus ou moins actuels qui se mettent régulièrement en scène en train de faire du sport, de travailler ou d'accomplir l'exploit dans le but de diffuser une image de leader charismatique. Plusieurs exemples de l'histoire nous montrent que nous avons tendance à repousser les limites de notre propre morale sous la pression de l'autorité. C'est le point de départ d'une célèbre expérience psychologique réalisée par Stanley Milgram. Des sujets étaient volontaires pour une expérience dont ils ignoraient la nature, et donc arrivés sur place, ils apprenaient que leur tâche consistait à interroger d'autres personnes sur les associations de mots. Et donc si la personne répondait mal, l'interrogateur devait alors envoyer une décharge électrique qui pouvait aller jusqu'à 450 volts, et là la personne qui recevait les décharges d'électricité était un complice. Donc le sujet de l'expérience était donc l'interrogateur et c'est son comportement qui était étudié. Jusqu'où était-il prêt à se soumettre aux scientifiques qui présentaient ici l'autorité ? Si le sujet protestait quand il entendait les faux cris de douleur, l'expérimentateur devait le relancer. Dans cette expérience, 62,5% des sujets sont allés jusqu'au bout et ont donc pensé avoir infligé une décharge de 450 volts à un autre individu. Selon Milgram, l'anxiété joue un rôle important dans la soumission à l'autorité. Elle permet de se dédouaner de toute responsabilité en rejetant la faute sur la figure d'autorité. C'est aussi ce qui se passe dans les Hunger Games. Les participants subissent un stress extrême et donc repoussent les limites pour survivre. Dommage que le jeu minable des acteurs ne nous le montre pas. Mais les questionnements moraux ne sont pas uniquement du côté des participants. Pourquoi les habitants de Panem continuaient-ils à regarder les Hunger Games ? Par simple ordre du gouvernement ou par pulsion morbide ? La pression exercée par le gouvernement peut servir d'excuse du fait de prendre du plaisir à regarder ce jeu de massacre. L'être humain a donc une tendance naturelle, surtout lorsqu'il se sent seul, à se soumettre à une autorité et à faire des choses qu'il ne se serait pas cru capable de faire. L'utilisation de cette autorité à des fins politiques est très fréquente dans l'histoire. Néanmoins, l'histoire nous a aussi prouvé plusieurs fois le contraire. Lorsqu'il y a position d'union chez les opprimés, la rébellion est possible. Waouh, malgré le mépris pour cette œuvre, on a quand même réussi à trouver du concret là-dedans, tu te rends compte ? Bah oui, le premier film avait le potentiel d'être bon, mais peut-être qu'au fond, le choix minable du casting et la réalisation à jeter aux chiottes avaient peut-être pour but de ne pas faire réfléchir les adolescents, visiblement trop stupides pour voir le fond du sujet. Allez, à plus!